Il faut que je cite parmi les gens qui ont eu une certaine influence. Il y a Georges Ballandier aussi, évidemment, qui a écrit avec Mercier toute une monographie sur les Lébous du Sénégal qui pratiquent le Ndep, qui est un rite de possession dont je me suis beaucoup occupé par la suite. J'ai commencé donc en 61 mes enquêtes au Sénégal. Alors, ces enquêtes. J'avais une vieille de chevaux sur laquelle nous avons parcouru tout le Sénégal avec un certain Ismaïl Samb, qui est maintenant décédé, qui était mon assistant interprète à l'époque parce que je ne parlais pas assez bien le Wolof encore. Et on a fait absolument tout le Sénégal. Et notre grande chance par rapport à d'autres ethnologues, ce domaine était à l'époque, je n'avais comme référence dans ce domaine que le livre de Foucault qui venait de paraître, Histoire de la folie, mais bon, c'est un livre à la fois théorique et concerne l'Europe, donc ça ne concernait que théoriquement. Et d'autre part, la monographie de Devereux sur les Mohaves. Mohave, Ethno-Psychiatry and Suicide. Et bon, Devereux, je vais encore en reparler parce que déjà, il est de même origine que moi, comme Roheim, etc. Et comme il a fait cette étude ethnographique sur la conception mohave des troubles mentaux, forcément, j'avais affaire à lui. Et à vrai dire, je n'étais pas tout à fait d'accord avec sa méthode, mais je reviens là-dessus. Donc on était là avec notre deux chevaux, avec Ismaïl Samb, on a parcouru tout le Sénégal, et notre grande chance, c'est ça que je voulais dire, notre grande chance par rapport à d'autres ethnologies, vous savez, un ethnologue, il débarque quelque part et il faut bien qu'il justifie sa présence. C'est pas du tout évident. Et nous, notre grande chance, c'était qu'on pouvait se recommander de l'hôpital. On arrivait dans les villages, chez les guérisseurs, chez les vieux, et puis on leur disait, nous venons de la part de l'hôpital de Fann, qui était connu dans tout le Sénégal, et ce que nous faisons, c'est pour soigner les Sénégalais, ce n'est pas pour autre chose. On n'a pas d'autre intérêt. Surtout dans ce temps-là, juste post-colonial, c'était très important dans la création des relations avec les gens. Et donc on a parcouru tout le Sénégal et plusieurs fois, si bien que petit à petit, puisqu'on avait quand même le temps devant nous, on retournait chez les mêmes guérisseurs ou les mêmes villages, les mêmes vieux, ce qui est évidemment très important parce qu'on commence à vous faire confiance, que petit à petit, on a constitué tout un réseau dans tout le Sénégal, à droite et à gauche, sur différents thèmes de recherche concernant la conception des troubles mentaux. Et bon, ça a duré, cette enquête a duré au moins 2 ans et demi ou quelque chose comme ça. Et à la fin, je commençais à rédiger les résultats de tout ça. Alors,
je vais essayer de résumer, ce qui en est sorti. Premièrement, ce qu'il faut souligner, c'est que notion de maladie mentale, Sénégal de l'époque, ça n'existe pas. Il n'y avait pas la distinction occidentale entre psychique et somatique. La question, même dans le cas des maladies dites psychosomatiques par les médecins, c'était considéré de la même manière que les autres troubles. Alors, autre chose, ce qu'on a constaté de façon générale, c'est que les troubles mentaux n'étaient vraiment pas classés en fonction de leur manifestation clinique, en fonction de ce qu'on appelle symptomatologie ou nosographie. Il n'y avait pas de nosographie à proprement parler au Sénégal. Alors voilà le point où mon enquête se distinguait celle d'Évreux et qui... ça me paraît important, c'est que d'emblée, j'ai retenu comme principe de départ de mon enquête, c'est que je ne pars pas de la nosographie psychiatrique, que je connaissais bien puisque j'ai fait de la psychopathologie, parce que ça fausserait d'emblée les choses. Il faut partir des catégories du pays, des catégories culturelles, entre guillemets, en vigueur au Sénégal. Donc, je ne cherchais pas à trouver des équivalents schizophrénie, névrose obsessionnelle, hystérie ou paranoïa. Mais chaque fois, je demandais les termes locaux. Ma formation linguistique à ce moment-là m'aidait pas mal pour ça. Quels sont les signes, comment on procède, qu'est-ce qu'on fait avec. Et je me suis assez rapidement rendu compte que, mis à part peut-être l'épilepsie et puis un cas dont je vais parler tout à l'heure, ce qu'on appelle l'enfant nid de Coubon, et peut-être la débilité profonde, tous les autres troubles étaient classés et compris en fonction de leur étiologie, des causes invisibles qui peuvent les causer, qui pouvaient les déclencher. Et donc, toute cette enquête-là est devenue en quelque sorte une enquête sur les étiologies magico-religieuses traditionnelles des troubles mentaux, entre guillemets, parce que troubles mentaux, comme je disais, ça n'est pas distingué des autres. Et alors, petit à petit, j'ai décidé de restreindre l'enquête. On ne pouvait pas s'occuper de tout. On connaissait à peu près les termes des expressions la langue wolof, qui est majoritaire au Sénégal, mais on ne pouvait pas s'occuper de toutes les catégories casamançaises, Peul, Diola, etc. Donc, j'ai décidé de restreindre l'enquête au wolof et au lébou. Les lébous de la presqu'île du Cap-Vert que Balandier avait étudié avant et où on pratique le rite de possession dont j'ai parlé, dont je vais reparler également, et auquel nous nous sommes beaucoup intéressés à l'hôpital pour la raison que par la suite on a établi des collaborations avec les guérisseurs, les possédés du NDUP et l'hôpital. C'est tout un autre thème. Et donc finalement, il en est ressorti que 4 grandes catégories étiologiques chez les Wolofs. Elles sont
la possession par les esprits ancestraux qu'on appelle Rab en Wolof, la magie instrumentale qu'on appelle Ligay, travail, je suis travaillé par X ou Y, la sorcellerie anthropophagie qu'on appelle Dem en Wolof, et qui se distingue de la magie instrumentale en ce sens que c'est une attaque directe d'un ennemi que l'on ne peut pas identifier de la même manière qu'une attaque magique. L'attaque magique, c'est toujours une opération qui est demandée à un marabout ou à un guérisseur par un tiers contre moi. Sorcellerie anthropophagie, c'est une attaque directe qui consiste à dévorer, qui consiste à, pour le sorcier ou sorcière en question de dévorer votre principe vital qui est localisé dans votre foie. On va y revenir encore. Et donc, quatrième catégorie, l'attaque des djinns. Les djinns, bon, c'est les esprits islamiques. Là, c'est encore une autre catégorie. Alors, ces quatre types de causes invisibles, des troubles mentaux, entre autres, d'autres troubles aussi, forment un système. Et la thèse que j'ai écrite par la suite elle est fondée, elle est constituée essentiellement de 4 grands chapitres où je décris chacune de ces catégories étiologiques, que je décris l'affaire des troubles mentaux en fonction de ces catégories étiologiques. Chaque fois, dans chaque chapitre, en prenant d'abord en décrivant d'abord l'instance magico-religieuse, donc qu'est-ce que c'est un rab, un esprit ancestral, qu'est-ce que c'est un sorcier, qu'est-ce que c'est la magie, description en détail dans les termes locaux, en utilisant toujours ces fines distinctions que les guérisseurs font entre différentes variantes de magie ou de djinn ou de rab. Ça, c'est une première partie. Deuxième partie, dans chaque chapitre, les symptômes attribués et qui sont très, très différents selon le registre étiologique. C'est-à-dire, bon... on ne va jamais attribuer certains types de troubles au rab, alors que ces troubles sont aigus et abrupts comme ceux qu'on attribue au djinn. Enfin bon, je vais revenir là-dessus, ça c'est trop confus comme ça. Et puis, toujours cette même thèse. Troisième partie, description très détaillée des cures, des thérapies traditionnelles que l'on fait pour chacun. Dans le cas de la magie, ça va être des procédures pour, comme on dit, pour casser la magie. Dans le cas du sorcier, ça va être, ça va être rechercher le fit, le principe vital qui a été enlevé par le sorcier à l'endroit où il l'a caché, et puis le faire remonter dans le corps de la victime. J'ai décrit en détail les procédés, parce que le fit, ce principe vital, on le remonte toujours par le petit orteil du pied, et on remonte progressivement par des massages vers le foie, tout en prononçant, tout en faisant une incantation pour le faire remonter, et puis le guérisseur constate sur l'état de malade à quel endroit se trouve son fit. Donc,
Tout cela, j'ai observé chez les guérisseurs, en particulier chez certains Hatifal, dont je vais également reparler. Pour rendre ça un peu plus systématique, ces 4 niveaux d'interprétation dont j'ai parlé, on peut dire qu'ils sont, on peut les réunir par 3 mécanismes communs. Mécanisme commun qui explique pour moi comment le trouble mental, et c'est ça qui est propre à mon avis à ces sociétés, comment le trouble mental est immédiatement et durablement embrayé sur le social. C'est-à-dire comment on établit la connexion entre ce qui se passe dans ma tête ou ailleurs dans ma personne et ce qui se passe dans mon entourage social. Ça, c'était une des innovations que je pense avoir introduites dans ce domaine et qu'on ne trouve pas, par exemple, dans la monographie de Devereux. Je ne sais pas pourquoi je parle toujours de Devereux. En tout cas, c'était l'auteur à qui je pouvais comparer à l'époque, en tout cas. Et alors, le premier de ces mécanismes, c'est le paradigme persécutif. On peut appeler ça. C'est-à-dire que dans notre médecine cosmopolite ou biomédicale, depuis Hippocrate, il n'y a de maladie que de l'individu. On ne peut pas parler autrement de la maladie. Ce n'est pas le cas en Afrique. Et je veux dire plus clairement que quand un médecin diagnostique une maladie chez un individu, il la nomme et puis il l'attribue à je ne sais quelle cause. Mais en tout cas, il ne l'attribue jamais à la volonté d'un être invisible situé en dehors de son malade. S'il faisait une lecture comme ça des troubles de son malade, on dirait qu'il est fou. Or, c'est précisément le genre de formule que nous avons rencontré quotidiennement dans les villages sénégalais et à l'hôpital de Fann à Dakar. Et il fallait comprendre ça, comment ça marche. Tout ça, évidemment, n'exclut pas les savoirs empiriques, les pharmacopées et le traitement quotidien des maladies. Un simple mal à soigner, je dirais, devient le signe d'un trouble à guérir quand sa soudaineté ou sa durée, son aggravation et surtout sa répétition mobilisent l'angoisse des autres, de l'entourage, et fait surgir la question d'où vient-il et pourquoi en ce moment-ci et à moi, pourquoi ça m'arrive. C'est la question classique d'Evans Pritchard à propos de la sorcellerie. Alors, quand le seuil de l'angoisse est franchi, l'entourage du malade, ses parents entrent dans des processus d'interlocution pour émettre des hypothèses sur l'origine de ce trouble. Mais évidemment, ces hypothèses sont très importantes, mais tôt ou tard, elles seront soumises au verdict des devins. Alors, les devins, on en reparlera encore, sont des personnages très importants dans tout ça. Et les devins sont très malins, en général. Et je me souviens d'une phrase, par exemple, d'un devin, les Bouches, quoi, qui disait au malade et sa mère, une femme au teint clair qui n'habite pas loin de ta maison qui te fait mal. Alors,
c'est un énoncé générique dans lequel moi-même je peux loger au moins 3 interprétations différentes des troubles de ce malade. On peut y loger, je ne sais pas, une attaque de sorcellerie. Après tout, ce sont souvent les femmes, tout ça, qui n'habitent pas loin de la maison. Ça peut être une attaque magique aussi, parce que l'énoncé générique ne précise pas si c'est au moyen d'une opération ou pas. Ça peut être encore un esprit ancestral, un rap, parce qu'il y a des femmes et des hommes là-dedans. C'est des personnages, des figures humaines. Pourquoi je parle de ça? Tout simplement, et c'est pour ça que je dis les devins sont malins, parce que par le moyen de ce type d'énoncé générique, ils lancent un processus d'interrogation dans la famille. Les uns émettent l'hypothèse de l'attaque magique, les autres l'hypothèse de l'attaque de sorcellerie, troisièmement, j'ai beaucoup de cas qui montrent ça, ou alors l'hypothèse de l'intervention d'un esprit ancestral de la famille maternelle. Autant d'interprétations qui véhiculent des techniques de soins différentes et surtout des significations, des sens différents. Alors donc, on va voir le devin, puis à la fin, une interprétation est retenue. Jaloux de mes succès, c'est un camarade de notre classe d'âge qui me fait déambuler par sa magie. Ça, c'était une interprétation très courante. Pour ce qu'on disait, les Tachawalukat, c'est-à-dire celui qui ne peut pas s'arrêter de marcher, le fou qui déambule tout le temps. Ça, c'est probablement une magie comme ça. Et dans ma thèse et dans mes il y a des descriptions extrêmement précises comment on fait l'opération magique pour rendre quelqu'un déambulateur. En psychiatrie, c'est une figure importante, le déambulateur qui s'oppose à quelqu'un qui est prostré et reste collé à une place. Enfin, vous voyez à peu près comment j'ai cherché à placer les catégories. Alors, le premier trait commun de toutes ces interprétations est de situer simultanément la source du mal en dehors de l'individu souffrant, esprit ancestral, magie, sorcellerie, djinn, et dans une des sphères constitutives de son monde social. Parce qu'il faudra y revenir encore, il n'y a pas de lignage, famille africaine sans esprit ancestral qui en assure la bonne marche, il n'y a pas la sorcellerie, c'est inhérent à l'organisation sociale et qui a de toute autre fonction, bien sûr, dans le règlement des conflits en particulier, toute autre fonction que l'interprétation de la maladie et en particulier des troubles psychiques. Alors, tout ça, ces interprétations font appel au mécanisme universel de la projection et de son inversion en persécution pour connecter l'individu, l'expérience pathologique de l'individu avec l'ordre social ou le désordre social. Ça, c'était un des grands thèmes dont on s'est occupé, pas seulement nous à Dakar, mais en anthropologie de la maladie, ici, tout le groupe de Marc Auger, c'était un des thèmes centraux de l'époque, connexion ordre biologique, ordre social. Alors, au plan psychologique, ces interprétations activent et légitiment la disposition, je dirais, archaïque de tout malade à situer en dehors et à localiser dans un autre la source du déplaisir qu'il éprouve au-dedans. Là, je deviens psychologue, c'est la définition classique de la projection.
C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut comprendre, que selon la formule africaine, mon mal, il est d'emblée le mal de l'autre. Je suis, pour ainsi dire, en mal de l'autre. Et cela, selon tout le groupe qui m'environne, ce n'est pas mon idée de paranoïaque. Et alors, d'où dans mon travail l'idée de la communication projective entre l'individu et son groupe, plus exactement la communication projective déclenchée normalement par toute interprétation dans le groupe local ou parental du malade. Et alors, un trouble comme ça, mis en forme de cette façon projective, persécutive, est vraiment tout autre chose que la persécution du président Schreiber qui l'isole. Alors là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que dans ce que nous avons constaté au fil de ces enquêtes, c'est qu'il n'y a pas seulement le processus de projection et son inversion en persécution, mais en même temps, Lévi-Strauss aurait dit la pensée sauvage, elle a tendance à concaténer, à réunir, à lier toutes sortes de malheurs qui sont explicables par le même registre étiologique, par la même cause invisible que les soi-disant troubles mentaux. Par conséquent, et alors c'est tout un processus que je résume très rapidement, que j'ai montré au moyen d'analyse de cas familiaux. Donc, je prends rapidement un exemple. Libas, qui était un lycéen de Dakar que l'on a hospitalisé pour, entre guillemets, troubles de comportement, une catégorie très générale que les psychiatres utilisent quand ils ne savent pas quoi mettre d'autre. Alors, Libas, je l'ai vu dans son village à Yoff, à côté de la ville. Et puis, il s'est rapidement avéré que j'interroge sa mère. Pour sa mère, ces troubles, il était très inquiet des troubles de Libas, parce qu'il faisait des fugues répétées. C'était un ado assez troublé. Et pour sa mère, c'était la magie de sa coépouse qui l'a rendu comme ça. Et comme normalement dans une famille sénégalaise, il y a la rivalité entre coépouses, la mère était la plus vieille, sa jeune coépouse plaisait plus à son mari, etc. Bon, elle a enclenché cette interprétation. Le père de Libas était un musulman un peu orthodoxe et ces deux femmes étaient d'origine lébou. Alors, pour le père, qui avait, lui, assez des chamailles de ses deux coépouses, il est allé voir un devin et il a réussi quand même à ou bien le convaincre ou bien il a lu dans son diagnostic ce qu'il avait envie d'y voir. Le fait est qu'il disait bon, c'est une sorcière qui provient du milieu lébou de ces deux femmes, de ces deux coépouses, qui attaque Libas. La grand-mère maternelle de Libas, elle, de son côté, elle était ennuyée par, déjà à cette époque-là, et qu'est-ce que ça doit être maintenant, par le fait que les jeunes de la famille ne la respectaient pas assez, on s'en foutait un peu.
Et alors pour elle, l'interprétation du trouble de Libas, c'était bien sûr que c'est un arabe de sa famille. Les arabes de sa famille étaient mécontents du comportement de Libas et ce sont eux qui ont envoyé ces troubles de comportement. Alors là-dessus, qu'il y avait tout ça. Alors Libas lui-même, il pensait que c'était ses camarades d'école, de lycée, qui l'attaquaient en magie. Donc 4 interprétations divergentes dans son milieu. Et là-dessus, c'est la grand-mère qui était la plus maligne, parce qu'un jour, elle a ramassé le mari et la mère de Libas, et elle les a amenés dans leur village natal où on fait les sacrifices pour les rabes, les esprits ancestraux de la famille, et elle a fait faire là-bas un rite pour Libas, et nous avons constaté quelque temps après que l'état de Libas s'est considérablement amélioré, tout simplement. Alors, pourquoi je parle de ce cas, c'est que tout simplement, il y a plusieurs interprétations. La communication projective persécutive, c'est ça. L'entourage du malade se lance dans diverses interprétations, traitant. L'essentiel, c'est que les divers interprétants mettent dans leur interprétation toujours leurs propres problèmes et leurs propres stratégies. La mère de Libas déteste sa coépouse, donc quelque chose contre elle, etc. Et alors, pour finir avec cette affaire de communication projective persécutive, l'enjeu manifeste de ce processus, c'est la guérison des troubles du patient, en l'occurrence de Libas. Mais l'enjeu latent de tout ça, c'est la régulation des tensions autrement importantes qui existent dans le groupe, dans l'entourage. Et moi, je pense que c'est ce genre de processus que l'on ne verra pas dans une famille ou dans un entourage européen de chez nous de la même manière, pour la bonne raison que ces interprétations projectives persécutives n'ont pas cours, tout simplement. C'est cela qui donne un peu la signature de ces processus traditionnels. Et c'est en cela que cela diffère profondément de tout ce que la psychiatrie peut proposer en tant que soin individuel, en tant que soin pour psychothérapie, psychanalyse, etc., puisque nous ne prenons jamais... enfin bon, il y a eu des tentatives. Tout ce que j'ai décrit, par exemple, au sujet de l'affaire de Libas et cette communication projective, le plus proche encore, c'était ce qu'un grand médecin qui est d'origine hongroise, qui est devenu anglais par la suite, Balint, a décrit à propos ces techniques, techniques thérapeutiques de groupe. Enfin bon, c'est une autre question.